Pourquoi est-ce que tant de femmes, dans ce cas-là, sont déçues? Pourquoi? Pourquoi on se dit, tiens, voilà, moi j'espérais tant de l'amour, et voilà donc dans quoi je vis aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'École des femmes de Massoba. Je suis Massoba Koné, consultante en expression personnelle et image de soi. Je vais commencer par vous proposer 3 mots. Déception, déchirement, douleur. Mais je pourrais vous dire aussi élévation, bonheur et joie. L'amour, ça nous élève, ça nous fait planer, ça peut aussi nous écraser, ça peut nous construire, ça peut nous détruire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça nous concerne toutes. Alors aujourd'hui, on va explorer comment notre idée de l'amour s'est construite. Et puis surtout, d'où vient cette idée qu'aimer suffit pour qu'une relation fonctionne. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'aimer? Pourquoi est-ce que c'est si difficile de maintenir une relation sur le long cours? Et surtout, comment faire pour faire en sorte qu'une relation reste solide, même quand les années passent? Est-ce que c'est possible? Si oui, comment? On va tout vous expliquer. On va vous donner des informations précieuses que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais avant, je vais vous présenter 2 personnes, 2 femmes exceptionnelles, des femmes de cœur, des femmes d'esprit, des femmes qui ont le cœur bien accroché. C'est Abigail, la créatrice de Unique Beauty, skin thérapeute depuis une dizaine d'années, depuis de nombreuses années. Et puis Berthe aussi, qui est consultante en images, la créatrice de Révèle-toi depuis 10 années aussi, depuis 10 bonnes années on va dire aussi. Alors restez aussi surtout jusqu'à la fin parce que comme d'habitude nous aurons l'occasion d'écouter une femme d'esprit, une femme d'une très grande élégance intellectuelle. C'est Madame Catherine Blanc qui est sexologue et psychothérapeute à Paris qui exerce depuis un peu plus de 20 ans, qui va nous apporter un éclairage précieux sur ce qu'on appelle notamment les pervers narcissiques, excusez-moi, la toxicité, c'est pas facile à dire, dans les relations. Alors, pour comprendre aujourd'hui notre conception de l'amour, les filles, il est quand même important de faire un grand saut en arrière pour comprendre comment tout ça s'est joué. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que pendant des siècles, pendant des décennies, des siècles, c'est que de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, le mariage n'avait absolument rien à voir avec l'amour. C'était un contrat social, moral et religieux. C'était les femmes, les familles qui décidaient, qui s'arrangeaient, qui sélectionnaient et qui organisaient les mariages. L'amour, on s'en méfiait parce qu'on trouvait que ce n'était pas quelque chose de suffisamment solide pour faire en sorte que le mariage tienne. Alors on pouvait aimer, mais ailleurs, en rêve, en secret, et parfois même dans le cadre de l'adultère. Alors pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Tout simplement pour conserver des biens, pour garantir une descendance, et puis aussi par rapport au rang. Alors ça c'est l'Occident, mais en Afrique aussi, dans l'Afrique traditionnelle, le mariage, c'était qui? C'était la famille, le clan qui se réunissait. Et puis, généralement, la femme, la petite fille était promise dès qu'elle était petite. C'était comme ça. Les femmes, les mères avaient un rôle très actif parce que c'est elles qui étaient les garantes, en fait, de la transmission des traditions, des rites, des valeurs, etc. Alors, c'était à l'époque, mais toujours aujourd'hui, dans certaines familles, ça continue. Bon, autant vous dire que les femmes n'avaient pas forcément le loisir de choisir leur époux, ça c'était certain, mais ça se faisait comme ça aussi en Afrique. Aux Antilles, eh bien, là l'histoire est marquée par l'esclavage. Donc là, c'est plutôt une histoire très douloureuse, qui est encore marquée aujourd'hui. Alors généralement, les hommes étaient considérés comme des étalons reproducteurs, qui allaient de plantation en plantation, engrosser les femmes, tout de suite déplacer dans
possibilité, j'allais dire l'incapacité, mais c'est à peu près la même chose, de créer des liens affectifs. Familial. Ouais. Exactement. Et surtout d'avoir le rôle de père, de mari, et créer un lien affectif. Et là encore, ça perdure. On va le voir plus tard. Mais aujourd'hui, c'est très. Il y a des choses qui révèlent que c'est toujours une problématique. Donc c'était comme ça à l'époque. Et puis il y a quelqu'un qui arrive au XIIe siècle, un être un peu éclairé, alors que l'amour se fait de façon très codifiée, où les sentiments n'ont pas lieu d'être. Eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle Ovide, je crois qu'on va voir une photo sans doute. Donc Ovide arrive, et puis lui, il se dit, tiens, l'amour, ça peut être autrement quand même. Le mariage, ça peut être autrement. Et lui, il parle de sentiments, il parle d'affection. Et il a créé un guide qui s'appelle le guide de l'art d'aimer. Et puis, il donne des conseils. Il donne des conseils judicieux. Bon, c'est des conseils qui datent d'il y a 2000 ans. Donc, on voit effectivement... Bon, c'est une illustration, bien entendu. C'est pas la photo d'Ovide que l'on voit ici. Mais il donne donc des conseils aux femmes. Et il dit aux femmes, soyez stratégiques. Soyez stratégiques. Alors, c'est inédit. Alors, moi, j'en ai pris trois conseils qui venaient. Donc, le premier, c'est qu'il recommande, en fait, de ne jamais être totalement disponible, mesdames. Il ne faut pas trop donner d'un coup. Il faut créer le désir. Qu'est-ce que c'est que le désir? C'est le manque. Ouais, Si vous c'est êtes ça. là constamment et tout le temps, ben, finalement, ça s'émousse. D'accord? Donc, il ne faut pas être là tout le temps. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il conseille de cultiver l'esprit. Soyez une femme intelligente. Soyez une femme qui a un peu d'épaisseur. Ouais, qui soit cultivée tout simplement. C'est intéressant de parler avec un esprit brillant. Aussi, la troisième chose, c'est qu'il conseille aux femmes de simuler la pudeur. Ça, c'est un mot qu'on n'entend plus trop aujourd'hui. Pour moi, la pudeur, c'est une sorte de politesse. Donc la pudeur, c'est-à-dire de retenir un petit peu son enthousiasme. En fait, de diffuser l'amour comme si c'était une petite goutte de parfum. Et tu laisses un sillage comme ça, tout autour de toi. Moi, je trouve ça original, inédit, surtout au XIIe siècle. Et c'est vrai que c'était... XIIe siècle, pardon, pas au XIIe siècle, mais en fait, donc 2000 ans aujourd'hui, si on compte bien à peu près. Donc il y a 2000 ans, eh ben, ce sont des conseils qui sont, je trouve, toujours d'actualité. Complètement, complètement. Mais maintenant que tu le dis, toujours dans la même lignée, on avait également Aliénor d'Aquitaine, qui était reine de France et d'Angleterre, toujours au XIIe siècle, qui faisait la promotion de l'amour. Donc la reine avait des cours qu'elle donnait à des femmes à ce moment-là. Ah ouais? Oui, carrément. Donc, entre copines et puis elles se retrouvent échanger. entre copines, peut-être autour d'une tisane, hein, j'imagine le truc, pour apprendre à choisir un amant courtois. Courtois. Voilà, un amant courtois. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'amour, on ne parlait pas du tout de sentiments. Non, on ne parle pas d'amour. Et elle vient avec ça aussi, comme Ovide. Donc, Aliénor d'Aquitaine donnait des cours donc, très pédagogiques pour apprendre aux hommes à respecter les femmes et aux femmes à choisir un homme qui saurait les respecter. Donc, si on ramène à aujourd'hui, ça nous fait penser un petit peu au film Think Like a Man. Ah oui, voilà, c'est ça. Qui est issu d'un livre, non? C'était Steve Harvey, exactement. Qui permet aux femmes en fait de se mettre à la place d'un homme et de réfléchir. Et au XIIe siècle, c'est quand même assez étonnant de voir des femmes qui apprennent au travers de la reine à faire ce genre de choses. Qui prennent le gouvernail et qui décident pour elles-mêmes. Clairement. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc les cours s'appelaient, si je ne me trompe pas, comment choisir un amant aimant. Ah, un amant aimant. Un amant aimant. Ah, je comprends pourquoi tu faisais parallèle avec le film de Steve Harvey. Exactement. Et donc, c'était, est-ce que la femme, par exemple, a le droit d'avoir des amants qui pouvaient Donc là, ce que tu les dis, aider? là, ça fait partie des cours, des conseils qu'elle donnait? Des conseils donc que des enseignements Aliénor d'Aquitaine donnés. Les hommes n'ont pas à être intelligents, mais les femmes... doivent l'être. Voilà. Ah bon? Elles doivent être intelligentes pour ça, pouvoir choisir. C'est très féministe, ça. Donc les hommes, ils n'ont pas besoin. Siècle. les hommes peuvent être bêtes, tant que la femme est intelligente, tout va bien. Selon la reine, en tout cas, c'était très bien. Okay, bon. Et l'amour n'était pas une pulsion, mais une élévation. Ouais. Donc il ne faut pas se laisser un petit peu Ovide qui dit oui, voilà, il ne faut pas se laisser porter parce que l'on ressent la femme, clairement. Donc ça, c'était le deuxième. Oui, c'est ça. D'accord, ok, c'est pas mal. Et tu sais d'où ça vient?
Non, mais tu peux nous éclérer. Non, mais en fait, Aliénor d'Aquitaine, son grand-père était parti en croisade. Alors, la croisade, qu'est-ce que c'était? C'était à l'époque, donc, les Européens, les Occidentaux, qui se regroupaient pour aller récupérer donc, les terres qui divisaient impies, qui étaient occupées par les musulmans. Donc, ils allaient là-bas en croisade. Et puis, son grand-père voit comment les locaux agissent envers leurs femmes. Et il les trouve beaucoup plus... entre guillemets, civilisés, moins barbares, moins sauvages à l'égard et à l'endroit de leurs femmes. Donc il y a des petites attentions, notamment. Il observe ça. Il revient donc en France, il en fait part à sa petite fille et ça cogite dans sa tête d'enfant. Et puis plus tard, elle se dit, ce serait bien d'apprendre aux hommes aussi de les éduquer un petit peu et de leur dire, voilà, respecter les femmes. Voilà, respectez-nous. Comment est-ce qu'on aimerait bien être aimés? On n'est pas juste des ventres pour concevoir. Voilà, on n'est pas juste des réceptacles. Bon, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Aliénor d'Aquitaine, elle est très moderne dans sa manière de Elle avait vu ça quelque part. Elle avait vu ça et puis elle est super en avance. Parce que ça, c'était inédit. Il n'était pas du tout question de ça. Je vous l'ai dit, on se méfiait du sentiment amoureux. Ça n'était pas du tout utile. Mais même là, quand on regarde par rapport au titre, c'est toujours pas dans le cadre d'un mariage, mais c'est dans le cadre d'un amant. Comment pouvoir être aimé par son amant. Oui, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est pas dans le cadre du mariage. C'est pas dans le cadre du mariage. Alors, ça a pu servir à certaines femmes. Je n'avais pas compris. C'est pas du tout la même chose. C'est pas qu'elles apprennent. De l'adultère. Elles apprennent pas. Ah oui, mais c'est ce que je disais. Oui, mais ailleurs on sait ça. C'est ça. Et donc c'est pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire. C'est ça en fait. C'est ça les cours qu'elle j'avais pas donnait. compris. Donc potentiellement, je pense que ça a dû certainement servir pour choisir des maris par la suite. Oui. Mais en tout cas, à la base, c'était comment être aimé par son amant. Mais c'est complètement logique. C'est complètement logique parce qu'à la base, les protagonismes, donc ceux qui doivent se marier, ne choisissent ne choisissent pas. C'était arrangé et voilà, les unions étaient faites de. Et parfois, on ne se voyait même pas. Donc c'était la surprise. Tu vois. Donc tu prends ton mari, tu le prends parce que ça a été décidé par une instance qui n'est pas la tienne. Mais en revanche, tu sais choisir comment ton amant. C'est-à-dire que là, tu peux t'exprimer dans ton amour et voilà. C'est ça. Voilà, liberté, la part belle à tes sentiments. Il y a même un film sur Netflix qui en parlait où moi j'ai vu juste un petit extrait où la maman, alors la fille devait choisir un roi et elle était amoureuse de quelqu'un d'autre en fait. Et donc elle disait à sa mère, non, moi je ne peux pas épouser la personne que vous me présentez juste pour qu'il devienne roi. Moi j'ai la personne que j'aime. Et la mère lui disait, mais qui t'a demandé de le quitter en fait? On t'a pas demandé de quitter ton amant. Donc si on met les sous-titres et si on comprend bien, c'est que voilà, marie-toi et ton amour à côté. Voilà, d'accord. Bon, ben c'est très catholique ça. Hein. Dis donc, on est vraiment à côté des évangiles. Bref. Alors, tout ça est présent, donc on est dans ce décor, et puis arrive le XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Donc c'est là où, à partir de ce moment-là, il y a un grand revirement en termes de pensée. Là, les choses commencent à prendre un virage, et on voit des personnes émerger, donc des philosophes, de grands mots, et de grands noms, pardon. Et puis on parle d'un phénomène, on va dire, ou d'une idéologie, d'une conception des choses qu'on appelle l'individualisme. C'est l'émergence de l'individualisme à partir du XVIIIe siècle. Alors ça paraît très bête aujourd'hui de le dire parce que c'est tellement familier pour nous aujourd'hui, mais à l'époque c'était complètement nouveau de dire que... Alors qu'est-ce que c'est que l'individualisme? C'est cette possibilité de faire des choix personnels. Exactement. Alors oui, pourquoi? Mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la possibilité, par exemple, de choisir son époux, son mari, on vient de le dire. On n'avait pas la possibilité de choisir son métier. On n'avait pas, je dis nous comme si je faisais partie de ce siècle, on n'avait pas la possibilité non plus de choisir sa foi. En fait, la foi, elle était là dans la famille dans laquelle on naissait. Généralement, c'était le catholicisme. Le mari, on a vu, c'était décidé par la famille. Et le métier, on choisissait tout simplement le métier des parents. Donc, on était, je ne sais pas, moi, charpentier. De père en fils, on devenait charpentier. Donc, c'était aussi simple que ça. Et puis là, arrive l'individualisme, où on se dit, tiens, on peut faire nos choix. Et là, on intègre l'affection. On se dit, ce serait légitime, maintenant, de pouvoir se dire
qu'on choisit quelqu'un, on le choisit soi-même, et qu'on puisse l'aimer. Et donc, il y a deux noms que je vais donner ici. C'est Rousseau, un grand penseur, et Madame de Staël. Alors, comment ça se diffuse? Il n'y a pas les réseaux sociaux, hein. Il n'y a pas la télévision. Mais c'est quoi? C'est à travers le théâtre, c'est à travers les pièces, etc. Alors, est-ce que c'est révolutionnaire? Est-ce que ça va complètement tout chambouler? Non, mais c'est une petite émergence, c'est la petite étincelle qui va ensuite se diffuser. Mais le temps que ça prenne place, ça met un petit peu de temps, bien sûr, un petit peu beaucoup. Et d'ailleurs, quand tu parlais de Aliénor d'Aquitaine, qu'est-ce qui diffusait ça? C'était les troubadours. Les troubadours. Et les troubadours, ce sont des poètes qui aussi diffusent cet amour courtois qui est dit courtois. Donc voilà. Mais l'amour reste contrôlé, codifié au très contrôlé et très codifié. Oui. Bon, ben c'est comme ça. Donc, dans l'histoire de l'échelle humaine, finalement, l'amour tel que on le connaît aujourd'hui, c'est quand même très, très, très nouveau. Alors, on avance dans le temps. D'accord? On est donc dans le monde contemporain et on va parler de quelqu'un qui s'appelle Roland Barthes, qui a consacré un livre, un ouvrage, un essai qui s'appelle Les fragments d'un discours amoureux. Alors lui, franchement, l'amour, pour lui, c'est des tensions. C'est de la souffrance, de la vulnérabilité. Et d'ailleurs, il fait un parallèle qui est intéressant. C'est que pour lui, l'amour, c'est un combat. C'est vraiment un terrain de guerre. Et dans le champ lexical, c'est vrai qu'il montre que même dans le langage amoureux, on utilise le même langage qu'on utilise quand on est en temps de guerre, quand on parle de conquête. Qu'est-ce que c'est? C'est pour faire tomber l'ennemi. Quand on dit tomber amoureux, c'est pareil. Quand tu fais tomber quelqu'un, la flèche de Cupidon, qu'est-ce que c'est? C'est ça aussi, tu vois. Donc, il fait un parallèle et lui, il a voulu se mettre à la place de quelqu'un qui est amoureux, de quelqu'un qui ressent de l'amour et de toute l'angoisse, de la nervosité que ça suscite d'être amoureux. Mais la peur de ne pas être aimé en retour, tel que soit où on est. Donc, il se met vraiment à la place. Et puis, mais quand tu lis ça, c'est angoissant. Alors, je crois qu'on va voir la photo. Oui, on va peut-être voir la photo du livre, je ne sais pas. Il est passé tout à l'heure. Il est passé tout à l'heure. Ah, mais on a un producteur hors pair. Donc, mais quand tu lis ce livre, franchement, ça te donne pas envie de tomber amoureux, tellement c'est sombre. Mais en même temps, c'est une part de ce que c'est. Voilà pourquoi l'amour, ça fait peur. Voilà pourquoi les gens se retiennent. Et voilà pourquoi il y a une envie aussi de contrôler et puis aussi de codifier aussi. Parce que tu te dis que s'il y a des codes, je ne vais pas partir en roue libre. Voilà, il y a quand même des garde-fous là. Voilà, je peux contrôler quand même mon passage et tout, comment je me ferai un chemin. Donc bon, c'est pas très heureux quand tu... Mais c'est intéressant de se mettre à la place. Mais bon, si vous avez envie de tomber amoureux, honnêtement, achetez pas ce livre. Voilà. Bon, à l'opposé, juste rapidement, petite parenthèse, parce qu'il faut apporter un peu un arc-en-ciel après ce nuage. Là, il y a Alain Badiou qui lui dit, donc c'est un philosophe, Alain Badiou, et qui lui dit que bon, l'amour, ça peut être aussi un espace où il y a deux personnes, voilà, qui vont se rencontrer et qui vont inventer une vérité commune. Ça peut être bien. Moi, je trouve que c'est beau d'inventer une vérité commune. Oui, parce qu'il y a un espoir. Il y a un espoir. Oui, il y a quelque chose. On peut se raccrocher à ça. Mais alors, pourquoi est-ce que tant de femmes, dans ce cas-là, sont déçues? Pourquoi on se dit, tiens, voilà, moi, j'espérais tant de l'amour, et voilà donc dans quoi je vis aujourd'hui, dans la déception. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a eu, suite au XVIIIe siècle, l'individualisme, au fait que maintenant on puisse aimer, en tout cas ce sentiment devait être le cœur aujourd'hui des unions, et ben après, Hollywood s'est emparé de ça. Les telenovelas aussi se sont emparés de ça. Les chanteurs, les téléréalités, les ushers, les boys to men. Et là, on se dit, mais attends, mais moi, j'ai droit à goûter à cet amour-là éternel qu'on me vante, qu'on me chante et tout, que je vois à la télévision. Alors, même si c'est dur au départ, à la fin, tu es sûr qu'il y aura des enfants et tout. Donc, on a été baigné par ça. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une attente qui est tellement disproportionnée qu'après, forcément, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir de la frustration, tu vois. Donc, on se dit, entre ce que j'avais prévu,
de tout ce qu'on m'avait vendu et de ce que je vis dans mon quotidien, eh ben, l'amour, c'est banal. Hein. Ouais. L'amour, c'est très silencieux. C'est pas toujours des cotillons, c'est ça, pas des fraises au chocolat. Oui, ça c'est vrai. C'est pas toujours vrai. ça. Et donc, vrai. c'est pas toujours le feu d'artifice. Mais aujourd'hui, on veut tout. On veut la passion, on veut la reconnaissance, on veut le désir, le respect, le désir, Mm. tout. On veut tellement tout et qu'après, ben, on est tiraillé entre le fantasme et la réalité. Complètement. Et quand après tu vis dans ton foyer, bon, ben là, c'est autre chose. et c'est autre chose. Maintenant qu'on a planté le décor, eh ben, on va évoquer ensemble différents sujets. On va parler tour à tour du divorce, de l'infidélité, de la passion, etc. De comment faire. On va vous donner à la fin trois ou peut-être plus des conseils ultimes voilà, suite à nos différentes expériences. Alors, je vais poser des questions. En fait, je voulais juste rebondir oui, c'est vrai. Pour dire que évidemment quand il y a toute cette déception-là que les hommes ou les femmes rencontrent, en fait, c'est que pour être émotionnellement en bonne santé, on va dire, les besoins, enfin notre besoin d'amour a besoin d'être satisfait. Et les hommes, voilà, pour être en bonne santé émotionnelle, c'est ça. Et les hommes et les femmes ont été créés complémentaires, mais pas identiques. Et en fait, le monde de la femme n'a pas les mêmes besoins que le monde de l'homme. Et le monde de la femme, c'est plutôt un monde relationnel qui a vraiment des besoins vraiment primaires, de base. Donc ça, c'est l'homme ? Ça, c'est pour la femme, en fait. Le côté relationnel qui a vraiment besoin d'être choisi, qui a besoin d'être vu, entendu, qui a besoin d'être aimé, se sentir aimé. Et le monde de l'homme, c'est un monde fonctionnel. L'homme est beaucoup plus dans la performance. L'homme a besoin plus de se sentir respecté. Et c'est vrai que toutes on va dire que ces besoins de base, en fait, n'ont pas vraiment changé. Ça a évolué avec la société. Mais ça reste. Et voilà, ça reste toujours. Mais il y a quelques nuances en fait importantes qui ont quand même évolué dans les différents rôles de société. C'est-à-dire que la femme aujourd'hui, elle a besoin de plus de reconnaissance, elle a besoin aussi de plus de liberté. Et l'homme a aussi ressent aussi plus de vulnérabilité, a aussi besoin d'amour en fait aussi. Et donc tout ça, ça évolue et on veut plus être... en fait, aujourd'hui, on va dire qu'on a des couples beaucoup plus matures, plus conscients et qui veulent justement s'aimer, mais beaucoup mieux et ne pas rester dans des rôles figés de l'homme, de la femme. Voilà. Mais tu vois, je reviens sur toi et je suis complètement en accord. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Et à se dire aujourd'hui, parce qu'on est voilà, 2000 ans après ou avant, les dates, pardonnez-moi, mais en tout cas, on vit dans le monde aujourd'hui, et on se croit supérieur à tout ce qui a été fait précédemment. Mais c'est ce qui nous a conditionnés. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir de ces conditionnements, parce que c'est vrai que ça nous enferme dans des carcans, mais ça pose les choses. Ça permet aussi de savoir qui on est, comment est-ce qu'on est dessiné. Ça donne un contour et de savoir aussi. Moi, j'ai bien aimé quand tu as parlé du fait, tu as dit qu'on n'est pas... on est complémentaires, mais on n'est pas identiques. Mais on n'est pas identiques. On n'a pas le même cœur, on n'a pas le même esprit. On n'a pas les mêmes attentes. Exactement. Et c'est important de savoir comment sont nos besoins, de quoi ils sont composés. Parce que si tu ne connais pas tes besoins, comment est-ce que tu peux y répondre et les nourrir? C'est pas possible. Et moi, ça me permet de faire un petit retour. Tout à l'heure, tu disais qu'Aliénor d'Aquitaine, c'est son grand-père qui était parti à la conquête. Exactement. Et du coup, a vu chez des musulmans, voilà, qui traitaient correctement leurs femmes. En tout cas, mieux qu'en Occident. Et ça nous ramène toujours à la foi, en fait. Et c'est vrai que dans la plupart des fois, je pense que ça se rejoint. Mais moi, dans la foi chrétienne, en tout cas, la femme est une aide à l'homme. Une aide. Voilà, la femme est une aide. Et c'est vrai qu'au commencement, c'est une aide que Dieu voulait porter. Parce qu'il était seul. Il était seul, exactement. Et donc, pendant longtemps, on a compris aussi la soumission comme étant quelque chose d'écrasement. Et ça peut nous ramener à l'histoire, encore une fois, où la femme n'a pas le droit de choisir son mari, etc., etc. Mais si on en revient à l'étymologie du mot femme, en hébreu, c'est Ezer. Ah oui. Ezer qui est... la définition serait même une aide salvatrice. Une aide qui sauve l'homme. Salvatrice, c'est ça. C'est ça.
Et donc, franchement, quand tu dis que oui, on est complémentaires, on est vraiment complémentaires à la base aux yeux de Dieu. Et donc, c'est quand même important de toujours revenir à la base des choses. Aux origines. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, Oui, parce que dans toutes les religions, l'amour de base, c'est vraiment, c'est divin, c'est une source qui vient de Dieu déjà, donc vraiment. Et il y a un côté sacré. Carrément. Exactement. L'amour, c'est pur, c'est éternel et c'est sans condition, c'est inconditionnel et on n'est pas là pour écraser l'autre ou pour. C'est vraiment, c'est ça, l'amour dans sa globalité, c'est vraiment pur, c'est éternel. Et mais c'est pour dire aussi que dans ça a chaque été religion. Dévoyé, ça a été mal traduit. Complètement. C'est-à-dire que si tu lis comme ça, effectivement, et si tu ne donnes pas les explications, d'emblée, quand tu as dit oui, la femme est là comme aide. Je pense qu'il y a certaines femmes d'aujourd'hui qui vont bondir et dire attends, donc moi je suis là pour aider. Non, mais quand tu vas dans les explications et tu comprends, c'est là où ça anoblit même le rôle de la femme. Je pense que l'amour est beau parce qu'à la base, c'est vraiment une relation que même Dieu veut avoir avec ses enfants ou sa créature. C'est ça. C'est pas quelque chose qui devait être mauvais, mais bon, je pense qu'on en reviendra dans la suite. Mais très intéressant. Et il fallait le dire. Parce que je trouve que ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on va considérer comme vieux, dépassés, c'est l'une des clés, comme si c'était antique, comme si c'était des clichés auxquels maintenant il fallait s'émanciper. Alors que c'est ça vraiment, c'est ces racines qui nous permettent justement de garder les pieds sur terre. De garder les pieds sur terre. Bah oui. Pour une relation quand même plus épanouie et c'est ça. Plus cadrée quand même. Partout, non, j'ai besoin d'être aimée, besoin d'être respectée. C'est ça. C'est deux personnes, deux êtres. Bah oui, c'est ça. Parfait. Bon. Alors, les sujets et les débats. Alors, on va commencer par plusieurs questions comme ça. On a vraiment essayé d'explorer, parce que l'amour, c'est vraiment un sujet qui est tellement large, c'est un océan, mais on a essayé de prendre les questions les plus percutantes, les plus pertinentes. L'amour versus la relation. C'est différent, c'est très proche. Est-ce qu'on ne confond pas les deux? Oui. Bon. Il y a des erreurs d'interprétation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai envie de vous entendre. L'amour, la relation, c'est vrai que ça se mélange. Eh ben oui, ça se superpose. Oui, voilà. Et c'est vrai que il y a aucune relation ne tient sans amour sincère. Donc il faut vraiment que les deux vont ensemble. En fait, on peut pas les dissocier. Voilà, exactement. Est-ce qu'il peut y avoir une relation? Est-ce qu'il peut y avoir un amour sans relation? Non, c'est pas parce possible. que ça se parce qu'on ressent pas. l'amour, on ressent quelque chose et la relation, c'est ce qu'on bâtit, c'est ce qu'on va, avec l'autre en fait. J'adhère. Donc c'est vraiment, ça se mélange. Pour moi, les deux vont ensemble. Voilà, les deux vont ensemble, c'est vrai. Mais moi, je fais une petite différence quand même, parce que c'est là où c'est pas facile. En fait. L'amour, c'est le sentiment intérieur. C'est ce que tu as dedans, dans ton coffre-fort. C'est ça. Et la relation, c'est la manière dont tu sors, la manière dont tu l'exprimes, dont tu le traduis et dont tu le manifestes. C'est ça. Mais c'est ça le défi. C'est ça. Parce que parfois, tu peux ressentir un amour sincère, profond, brûlant, et être dans l'incapacité de le montrer. Exactement. C'est là où il y a le défi. C'est ça. Alors, parfois, il y a plusieurs choses qui font que, par pudeur, l'éducation et tout, la peur d'être rejeté, et puis aussi l'autre. Est-ce qu'il est prêt à accueillir? Est-ce qu'il est prêt à recevoir? C'est ça aussi. Donc, quand c'est pas bien emboîté, l'amour et la relation, il peut y avoir un fossé entre les deux. Vous aimez, vous ne savez pas comment montrer à l'autre. Il n'y a pas de pont. C'est ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Les personnes qui sont réservées, les personnes qui sont timides, ou les personnes qui sont maladroites, ou les personnes qui n'ont pas les codes, et la personne en face, la personne qui ne comprend pas le message, où tu dis, tiens, il y a un émetteur et il y a un récepteur, et entre les deux, il y a des parasites, tu sais, la personne parle et l'autre, elle n'entend pas. Moi, franchement, pour moi, c'est un gros problème. Et puis, en fonction de la personne qui est face à toi, tu peux être là en te disant, mais tiens, j'ai l'habitude, moi, d'exprimer mon amour comme ça, parce que j'ai l'habitude
avec fait. des amours Tout à fait. précédents et tu te rends compte que, ah, lui, c'est pas les mêmes codes. Ouais. Le décodeur n'est pas le Ouais. même, c'est ça? Ça, c'est vrai. On Donc, le voit, ben, bon, je pense qu'on en parlera plus tard, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'émissions dans lesquelles aujourd'hui Mm. on parle d'amour, etc. Mhm. Comme le dernier en jeu, c'est Love is Blind. Et ce que Ah. tu dis se voit tellement, oui, je t'aime d'amour, Mm. mais la manière de l'exprimer n'est pas forcément la bonne. ouais. Donc, ouais. Ben, la bonne relation, pour moi, c'est euh, un amour qui arrive à s'exprimer librement, sans Bien entrave, sûr. mais aussi en face de toi un terrain accueillant, quoi. Accueillant. C'est ça aussi. Ouais, Parce que réceptif. bon, tu peux avoir de bonnes intentions aussi, on te met un stop. C'est chaud. Enfin. Ah là, il y a un sujet que j'aime bien. Un sujet qui est dense. C'est l'attachement versus l'amour. L'amour. Est-ce qu'on n'est pas dans l'illusion? Ah oui, d'accord, ça commence par quoi? Une pause là, il y a un grand L'attachement blanc. versus l'amour. C'est Qu'est-ce pas que- pareil. Ah ben non. Non. L'amour, c'est profond. Oui, Ouais. Un attachement, on peut s'attacher à une personne de lambda. qu'on vient de rencontrer. Oui, oui, oui. Et puis, en fait, l'attachement ne garantit pas l'amour. Exactement. Ah, complètement. Oui. Pour Ouais, parce moi, qu'on exactement. peut être attaché à quelqu'un À une sans collègue. l'aimer. bien On peut être sûr. attaché sans À une l'aimer. collègue, Et à- puis voilà, Bien sûr, parce tu qu'on peux a une être- histoire oui, commune, bien sûr, avec par, des valeurs, Oui, par- voilà. par habitude. Exactement. Par habitude, on peut rester. Ne pas vouloir être seul. On peut C'est ça. s'attacher La à peur une du vide, personne, c'est ça. exactement. La peur du Et je vide. pense qu'on le voit de plus en plus où les Mhm. femmes sont attachées, elles veulent pas se retrouver, bien un homme aussi est attaché à une femme, ne veut pas se retrouver seul, pense l'aimer, mais il n'est pas forcément amoureux. C'est Mhm. juste de l'attachement, Bien c'est sûr. juste de l'habitude. Bien C'est sûr. vrai. Et ça peut être très Mais tu frustrant. t'imagines, tu restes avec quelqu'un alors qu'il y a un film Clairement. isolant entre vous C'est deux, ça. mais vous restez, Ouais. ça devient ton colocataire. Ouais. Exactement. Ça Et il y en devient a- juste on en a ça. de Et plus tu en es plus. attaché. On Et en a de plus en plus. tu continues de vivre avec la personne, même dans un environnement qui est chaotique. Ouais. Mais tu restes Mhm. parce que tu t'es enraciné là et c'est difficile C'est après ça. d'aller C'est créer ça. foyer ailleurs. C'est Donc ça. il y a une différence effectivement entre l'attachement Oui, et l'amour. complètement. L'attachement est Ceci- faible quand même. Ah, moi, c'est pas comme ça que je vois les C'est choses. vrai. Mais moi, je trouve que l'attachement, c'est plus exigeant. Pourquoi? Parce que l'amour, en fait, c'est l'étincelle de départ. C'est le sentiment. C'est le coup de cœur. C'est le magnétisme qui relie deux personnes. Mhm. Mais quand, au départ, il y a cette étincelle que vous vous plaisez et tout, qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a une phase, je dis parfois, c'est tout le temps, en tout, je pense, c'est tout le temps. Honnêtement, si on est honnête avec soi-même, c'est tout le temps où il y a cette phase où tu veux tellement te montrer sous ton meilleur jour, qu'il y a des choses qui inconsciemment vont être tues. C'est-à-dire une partie de ta personnalité, certaines Et donc là, on choses. parle de l'attachement. Oui, oui. Je parle de l'amour. De l'amour. Je pensais que D'accord. c'était Parce que l'attachement. l'amour, c'est la phase de séduction. Oui. C'est où deux personnes se percutent, Ouais, il y a ouais. quelque chose, il y a une Ouais, attraction, ouais. visuellement, Mhm. ça parle, ça colle, on s'aime, voilà, j'aime. Tu sais, les phrases, oui, j'ai des oui. petits papillons Oui, dans le ventre, ventre. etc. Tu vois, où il y a ce flash-là, il y a un flash sensoriel, Mhm. et tu dis, il y a de l'amour, voilà. C'est ça, c'est ce que tu ressens dans ton ventre, dans ton corps et tout. Ok, et c'est cette phase où tu ne te montres pas forcément, il y a des choses qui sont encore souterraines. Honnêtement, vraiment, quand tu séduis, tu ne montres pas tout, tu ne montres pas que tu Oui. ronfles le matin, enfin, vraiment, quand même. Bon, mais après, l'attachement, c'est la deuxième phase. C'est là où on va voir si vos aspirations collent. Ouais. C'est là où ta nature, elle reprend sa place. Et c'est là où vous allez voir si vous vous coordonnez. C'est là où on va voir si le premier contact visuel, après, elle est belle et tout, j'aime sa voix, j'aime le C'est ça, ton c'est et ça, tout. c'est ça. C'est là où on va voir si ça s'attache. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus exigeant. Oui, c'est Parce plus que c'est là où exigeant, c'est de l'endurance, oui. en fait. L'attache- C'est là où ça te demande L'attachement d'avoir est du lié à un cardio. besoin. L'attachement Oui, est lié à un c'est besoin. ça. En fait, l'attachement, je pense que même pour mieux s'attacher, il faut se détacher. Il faut bien se détacher, par exemple, de son histoire passée, C'est ça. de son passé négatif, pour mieux s'attacher. Et l'attachement, on va dire, parfois j'ai besoin de toi pour exister. Oui, J'ai besoin de... Oui. En fait, c'est toi qui m'apportes de la valeur. c'est ça. Tandis que l'amour, c'est libre. L'amour, c'est... De vrai. Oui, le De vrai amour. Le vrai. C'est libre, en fait. C'est Ouais. ça. Parce qu'on peut s'attacher avec des blessures. Hein. C'est ça, mais peut l'attachement. s'attacher avec des Ah oui, blessures. et puis ça révèle toutes nos bah oui. toutes C'est ça. névroses, Bah oui. surtout si l'enfance a été D'où je disais, problématique. l'attachement est faible dans le sens C'est où ça. il a moins de pouvoir que l'amour. Que l'amour, Oui, mais est-ce que ça. c'est pas l'attachement qui va faire
que l'amour nous emmène sur une histoire au long cours. L'attachement peut naître de l'amour. L'amour peut Parce naître que de c'est ça. l'attachement. C'est-à-dire que tu peux être, par exemple, ami avec une personne et à force, moi, ça a été mon cas. Et l'aimer. Donc, commencer vraiment... Allez, Tu mais- souris, hein? C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'elle va nous C'est sortir? un vécu. ça Vas-y, a été de confie-toi. l'attachement. C'est-à-dire que c'est mon ami qui est devenu mon mari. C'est ça. Ah, ben oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. j'étais attachée à cet ami-là. Oui, et ça s'est Et transformé. ça s'est Ouais. transformé En amour. Oui, mais peu en importe, amour. en fait, c'est l'ordre qui on n'est est, pas le même. on est d'accord, c'est ça. Mais l'attachement, c'est ça qui a fait que Donc, ça a il tenu. faut de l'attachement C'est pour la de glue. l'amour. L'un ne va pas sans Oui, c'est l'autre. vrai. L'un ne mais va Il pas faut sans bien l'autre. s'attacher. il Faut bien se détacher. Si on s'arrêtait juste à l'attachement, ça aurait été pas possible. Ouais. Ah bah alors de moi, c'est durer, l'inverse. tu Pour vois. moi, c'est si on s'arrête juste à l'amour, Mhm. au ressenti, au papillon, mhm. tout ça, c'est là où la phase de l'attachement ne peut se faire. Alors moi, j'ai une contre-question. Ah ben vas-y, Et ça va, j'espère qu'on a encore un peu de temps. vas-y. Mais Je regarde Du là-bas coup- parce qu'il y a un monsieur qui... c'est le Du chef coup, d'orchestre. ça, c'est quand on s'arrête. Il y a différents types d'amour. C'est aussi important de connaître les différents types d'amour. Il y a l'amour, comme on disait tout à l'heure, l'amour de Dieu, donc l'amour originel. Ouais, c'est ça. On a ensuite l'amour attachement, donc l'amour amical, Ouais. qui peut être attaché d'une bonne ou d'une mauvaise manière, comme disait Berthe Oui, tout à l'heure. Ouais. Et puis, on a, comment dire, l'amour, il y en Physique, a hein, trois. l'attraction. L'attraction, L'attraction physique, exactement. corporelle, Donc, ouais. L'amour, vrai amour, Mhm. amour original, pour moi, quand même, doit être plus fort que l'attachement. Parce que c'est-à-dire ouais, que on voit même pas les si, choses comme c'est ça. ça, même Ouais. si je suis attachée à toi par l'amour physique, par l'amour philéo, donc l'amour amical, mais que je ne suis pas attachée à toi par l'amour original, les deux autres, là, n'en valent pas la peine. Ce qui permet, bon, après, si moi je donne mon exemple, 17 ans plus tard, aujourd'hui, voilà, ce qui nous maintient toujours, c'est vraiment cet amour original et l'amour vrai est respect, l'amour vrai est honneur, l'amour vrai Alors je pense est que tolérance. c'est peut-être le lexique, le vocabulaire Ouais. ou la définition, parce que pour moi, l'attachement, en plus je trouve que tout est dit Mhm. dans le mot, tout est contenu dans ce terme qui dit l'attachement. Parce que pour moi, l'attachement, c'est ce qui enracine, en fait. On peut être mal Tu vois, attaché. Mais tu peux être Mais mal tu peux attaché, être mal tu peux attaché. détacher. Mais oui, Mais oui, mais c'est pour ça que l'attachement, c'est la phase décisive. C'est pour ça qu'après que l'amour vrai soit installé et qui pour moi est la chose primordiale, tu vois, bien entendu, c'est la Oui, base. je vois ce que Mais tu veux c'est dire. fou, Ouais, tu je vois ce comprends que tu veux maintenant? dire. En Quand il y a fait, l'amour vrai, l'amour, c'est mais le il faut socle. l'amour voilà, vrai. L'amour, voilà, c'est le ça. socle. Faut pas On va juste dire- être attaché par blessure C'est ou par. ça. On s'aime. Voilà, c'est l'amour sain. Je ne vais pas Mm. parler de tous les blessures et toutes les bosses que l'on a. Une fois que ça, c'est Oui, là, c'est vrai. l'attachement, Oui. c'est le véhicule après Oui, qui va nous C'est ça. transporter Oui, là où oui, on doit. oui, oui, C'est pour ça. oui, Alors, c'est je logique. vais Oui. citer quelqu'un, un neuropsychiatre ici qui est intéressant et qui parle de l'attachement, justement. Et pour lui, alors, il le disait, il dit, l'attachement, je crois qu'on va avoir une photo, l'attachement, c'est ça qui sécurise. C'est qu'après, Oui. la personne est naturellement inclus dans ton Bien décor. sûr, Tu bien vois, sûr, c'est bien l'attachement qui sécurise, qui enracine, comme j'ai dit précédemment, et qui permet de construire. Oui, oui, bien sûr. C'est à partir, parce Oui, que oui. l'amour, c'est émotionnel, c'est ce qui va te mettre en mouvement. Complètement. Mais suite à cela, une fois que ça c'est fait, que c'est acté, qu'on s'aime, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ce qui va nous faire construire une relation, c'est l'attachement. Oui, on est d'accord. Quand on est C'est bien de ça dont attaché, on parle. je pense on que est ouais. d'accord. Sur Oui, oui. la base Oui, mais où parce que- l'attachement est né de l'amour. De l'amour. C'est la locomotive, C'est on va ça. dire, l'amour. On est d'accord. Oui, oui. On est d'accord. C'est la Oui, locomotive. oui, Mais on quand il n'y est a que d'accord. l'attachement Quand il y a, et qu'on croit en que fait- c'est de l'amour, en fait, parfois ça moi peut je ne pense pas. que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, Non. Parce que sinon, on peut sembler être amoureux de quelqu'un C'est parce ça. qu'on reste, alors qu'en fait, C'est c'est ça. pas. Oui, c'est comme c'est tu de disais l'attachement. tout à l'heure, Oui, juste oui, parce qu'on oui. a peur Oui, d'être oui, seul c'est ça. et qu'on n'envisage plus maintenant. Voilà. On est On a d'accord. une histoire Ah, commune là, et on ne veut on pas est- s'en on est d'accord. s'en dissocier. Donc l'un ne va pas Non, sans l'autre. et puis l'attachement, pour reprendre un petit peu ce que Boris Cyrulnik disait, ça impose une compréhension de l'autre aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est beaucoup plus exigeant. Bien sûr. Parce que bon, l'amour, sûr. c'est de fait, on se voit, on s'aime, voilà. Mais là, c'est vraiment une question de comprendre l'autre pour avoir un haut niveau aussi
aussi de communion. Exactement. Donc, il faut Bah oui, s'aiguiser, les il faut vraiment besoins, s'attacher, il faut être oui, ensemble oui, bien et sûr. tout pour pouvoir... L'amour, tu sais, quand c'est au début, on se voit de temps en temps et tout. C'est pour ça que je dis Mhm, l'amour, c'est ça. mhm. C'est cette phase aussi de séduction, la première phase. On se voit de temps en temps, Mais on là, désire l'autre. en revenant sur les différents types d'amour, oui, je pense que là, on est sur l'amour amical, l'amour physique, etc. Mais on n'oublie pas le premier. C'est celui-là qui nous garde dans l'attachement sincère et vrai. Le premier, tu c'est vois. lequel? L'amour agapé. original, l'amour L'amour agapé, de Dieu. l'amour Ah, de l'amour Dieu. agapé. Ah C'est oui, mais ça. oui, Donc là, là, c'est l'amour respect. Là, c'est les Oui. hautes c'est l'amour sphères. vrai. Oui. Et c'est cet amour-là qui socle tous les autres Oui. amours. Quand il Mais en est fait, je pense sincère. que les deux se superposent tellement que ça devient effectivement difficile de pouvoir les dissocier. Nous, on le fait ici. Pourquoi? Parce que c'est important d'attribuer à chaque mot De une comprendre, définition pour mieux précise comprendre. pour comprendre à quel niveau de l'étape de l'amour est-ce que je suis. Exactement. Moi, je pense que c'est pour ça en fait que je Oui, faisais la oui, distinction. bien sûr. Mais Oui, oui. effectivement, l'amour, l'attachement, s'il y a de l'attachement Ça et que va. de l'amour, on peut se questionner et dire, mais alors C'est ça. attends, On est d'accord. pourquoi est-ce que je reste finalement Oui, Est-ce oui. que Parce c'est qu'on peut juste confondre, hein, parce parce que que puis même, parfois on peut rester confondre. pour des raisons matérielles. oui, oui. Bon. Donc, c'est pas ça. Les deux vont ensemble, mais effectivement, il faut dire que voilà, l'attachement, c'est vraiment cette partie où vous êtes en train de consolider ce qui vous associe, de voir quelles sont vos différentes visions de C'est l'amour, ça, etc. c'est ça. Et puis, il faut dire aussi, c'est à ce niveau-là, parce qu'un couple, c'est deux unités différentes, deux mondes différents Oui, oui. qui vont commencer à se Totalement. relier. Comment est-ce qu'on les Exactement. relie? C'est C'est ça. là, selon moi, où il y a cette phase de l'attachement, Bien sûr. selon On est moi. d'accord. On est d'accord. Oui. Voilà. C'est dur d'être en couple. C'est vraiment dur. C'est plus facile d'être seul. C'est dur. Bah, c'est Comment? pas facile. Ah, tu C'est dis que plus c'est plus facile facile d'être d'être seul. Non, mais c'est pas facile, mais c'est dur. possible. C'est dur de relier deux univers, Moi, deux j'aime bien unités, ce parabole qui dit seul, on va vite, mais Ah, à deux, on on va va plus plus loin. loin. C'est vrai. Donc, vraiment, oui, c'est dur, mais C'est ça pas- vaut le coup. Oui, voilà, exactement. Ça vaut En le fait, coup. pourquoi est-ce que je voulais les dissocier? Deux Parce que valent quand mieux on qu'un. entend, Oui. quand on entend le mot amour, pour moi, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comme si on se ramène à ce qu'on disait au tout début, et où il disait qu'à l'époque, l'amour, c'est pas utile. C'est trop fragile pour consolider quelque chose. Mais je comprends bien toi, ta définition divine de l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Oui, je C'est-à-dire que comprends. l'homme a peut-être modifié les codes de Dieu ça. à la racine. Et Ouais, effectivement, c'est je devenu inutile sur cette terre, dans ce monde. Parce que pour moi, par exemple, si on prend mon exemple, moi, le respect est plus fort que l'amour dans l'amitié. Tu peux m'aimer, si tu n'as pas de respect pour moi, c'est pas la peine. Mais dans le couple, c'est là où Dieu prend toute sa place. Oui, mais tu sais pourquoi? Alors, je comprends. Sauf que je comprends ta définition, l'amour qui est lié au divin. Sauf qu'aujourd'hui, là aussi, les termes ont un peu changé parce qu'on vit dans la tyrannie du plaisir. Bien sûr. C'est ça. De tout ce qui est émotion, du plaisir et du désir. Et généralement, aujourd'hui, dans l'une des acceptions du mot amour, il y a ce que tu as dit, mais il y a aussi ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. La plupart du temps, quand tu parles aux femmes du mot amour, c'est le plaisir, c'est le désir, c'est ce que je ressens, je me sens bien et tout, je me sens planée, c'est ce que je disais au début, je me sens planée et tout. Oui, voilà. Je t'aime d'amour. Voilà, je t'aime d'amour. Palpitation. C'est ça. Alors que moi, je me demande si en fait, il n'y a pas si toi, en fait, tu ne parles pas de l'attachement, en réalité, dans ce que tu, définis. Dans ta définition à toi, oui, ça serait plus de l'attachement pour moi. Oui. Parce que l'amour, c'est trop idéalisé aujourd'hui. Il y a vraiment cette course à l'amour, à ressentir des papillons. Et une fois que ça s'éteint, on n'arrive pas à passer à l'étape suivante qui est l'attachement, parce qu'on ne ressent plus, comme si ce désir était éternel. Mais attendez, non, c'est pas comme ça, ça ne s'étire pas à la fin. On court après l'émotion forte, comme ça, coûte que coûte. C'est tyrannique après. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport... pour conclure, pour cette partie, on peut dire que, c'est ce que j'ai noté, l'amour, c'est pour vibrer. Bon, c'est l'émotion, le mouvement. Et l'attachement, c'est le liant, en fait. C'est le liant pour cimenter, pour durer. Mais toi, en fait, c'est ça pour toi. C'est là où il y a l'amour. C'est comme une mayonnaise sans œufs. Voilà. Oh c'est vegan. L'œuf serait du coup le lion, on est d'accord. Je te rejoins. Mais aussi, le problème, c'est que quand je dis que le couple, c'est dur, parce qu'on a tendance aussi
à ne plus voir la personne comme il est. On a tendance à projeter sur l'autre aussi des besoins tels que l'autre devient le médecin, le psy, Ouais, le bah oui. héros, le Oui. plombier, Bah, c'est ça, le ouais. gardien et tout. Complètement. Là ça devient comme si l'autre c'était juste Bah oui. comment dire, un objet Bah, utilitaire. Quand d'où on elle s'attache parlait, mal, hein. d'où elle parlait ça de- Du d'être bien détachement. attachée. Oui, Oui, quand oui, on oui, se de bien détache attacher, mal, oui, oui, parce de que ses sinon tu ex, de t'attaches ses mal. Bah oui, histoires. oui, c'est ça, d'avoir une relation saine, quoi. C'est ça, Il y a un exactement. autre point aussi que je voudrais soulever ici, c'est les valeurs. Alors, il y a de belles valeurs. Quand tu demandes aux femmes quel type d'homme elles voudraient, elles vont te dire moi, je voudrais un homme honnête, loyal, fidèle. Alors, moi, intérieurement, même si j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui me disent ça, et je comprends l'intention noble qui est derrière, mais, mesdames, mais c'est des mots. Tu parlais tout à l'heure de Love is Blind. Mhm. Alors, hier, je vous avoue que j'ai regardé les épisodes d'un point de vue sociologique. Je me suis dit, je vais le faire parce que les télé-réalités, autant vous dire, je déteste ça. Bon, j'ai regardé quand même, parce que c'est intéressant, c'est une loupe sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, c'est intéressant quand même de regarder. Et puis, la plupart, elles posent des questions à la personne qui est face à elles, elles sont censées ne pas voir la personne et tout, parce que Love is Blind, on est Oui, censé aimer l'amour sans aveugle. tomber dans amoureux de l'aveugle. sa plastique. Bon, d'accord, très bien. Et elle demande à l'autre, oui, quelles sont tes valeurs? Et l'autre de répondre, ah oui, moi c'est l'honnêteté, oui, c'est le respect. Mais forcément, qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est pas ça. Comment est-ce qu'on fait pour constater les valeurs de quelqu'un? Il suffit de l'observer durant son temps libre. Pas quand il est pris par des obligations, où il doit aller travailler, ou doit s'occuper de ses enfants, parce que c'est quand même une responsabilité, et donc c'est une obligation. Que fait-il quand il est livré à lui-même, quand ne dépend que de lui, quand ne dépend que de lui ce qu'il doit faire, quels sont ses choix. Est-ce qu'il va jouer à la PlayStation? Est-ce qu'il va aller voir ses potes? Est-ce qu'il va aller boire? Est-ce qu'il passe son temps sur le canapé? Ou est-ce qu'il va aller prendre un livre? Ou il va aller dans une bibliothèque? Ou aller au musée? C'est là, en fait, c'est dans ses actions, dans son comportement, dans son attitude. Quelqu'un qui te dit, bon, moi, ou tu vois, qui consomme bio, qui va chez des petits producteurs, qui fait du sport, tu vas te rendre compte que son système de valeurs, il est lié, lui, à tout ce qui est éthique, écologie, bien-être, soin de soi, soin du corps, etc. Et là, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus parlant que quelqu'un qui va te faire une déclaration sur ses valeurs, etc. Donc, voilà, moi ça me fait toujours un petit peu tiquer quand j'entends. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Je suis des d'accord, valeurs. oui, vraiment. Ah oui, il n'y a pas plus de développement que ça. Non, Non, mais totalement d'accord. Oui. Ah bon? Bon, d'accord. Bon. Donc, en fait, bon, les valeurs, ça s'observe, Ça ça s'observe, ouais. s'incarne et Ouais. ça se manifeste. Ainsi, ce serait beaucoup trop C'est facile. ça. Alors, maintenant, on va faire une petite pause. J'aimerais vraiment qu'on intègre ici une interview, alors qui pour moi m'a beaucoup, moi qui pensais connaître beaucoup de choses à travers mon expérience et mon métier. Donc j'ai interviewé une femme exceptionnelle, vraiment, qui s'appelle Madame Catherine Blanc, qui a un parcours et un cursus hors pair. C'est une femme qui va nous apporter de grandes informations cliniques, parce qu'elle est psychologue. On a tendance à sortir du contexte des termes comme relations toxiques, pervers narcissiques, etc. Je lui ai posé 5 questions essentielles qui, à mon avis, tout le monde se pose. Donc ça va partir tout de suite et on va entendre et écouter attentivement Madame Catherine Blanc. Bonjour Madame Catherine Blanc. Pour vous présenter rapidement, vous êtes psychanalyste, sexologue et auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la sexualité et les relations humaines. Et aussi, j'ai vu que vous aviez collaboré en 2021 avec un média, donc le média Brut, pour une série documentaire qui s'appelait Première séance. Donc vous êtes vraiment l'experte qu'il nous fallait grâce à votre expérience. Et si vous le voulez bien, je vais vous poser 5 petites questions. Alors la première question que je voudrais vous poser, est-ce qu'on ne confond pas généralement une relation saine et une relation ennuyeuse? Ce que je veux dire par là, c'est pourquoi tant de femmes quittent ou ont tendance à quitter un homme dit bien
pour un homme chaotique, mais qui va les faire vibrer? Alors, c'est une très belle question parce qu'en effet, on est un petit peu dans un temps de notre histoire où on ne fait pas avec la nuance et on ne fait pas avec la frustration. Et on veut tout et tout de suite. On change nos vêtements, on zappe dès qu'un film devient un peu mou, un peu lent. On est impatient, on peine même à construire les choses. Il faut ou cuisiner vite ou se faire livrer. Il y a une difficulté à élaborer la relation, à subir les hauts et les bas de la relation. On veut toujours être performant, mais on veut que l'autre, dans ce qu'il apporte, soit toujours une stimulation. Ce qui nous permet évidemment de ne pas avoir à nous poser la question de notre compétence à mûrir la qualité du lien. On considère que l'autre nous donne, quand il nous donne plus assez, on jette pour quelqu'un d'autre qui nous donnera. Et puis une fois qu'on a fait le tour de tout ça, à nouveau, si ça devient confortable, eh bien on se dit que ça n'a plus d'intérêt, plus de goût. Il faut comprendre que la relation amoureuse, la relation de désir, elle est très fortement stimulée par l'inconnu. Je ne connais pas l'autre, j'ai peur de ne pas lui plaire, donc je vais développer toute une capacité à montrer mes 1000 talents pour être irremplaçable et irrésistible pour l'autre. Je vais lui montrer ma grande capacité à m'adapter pour être mieux que toutes les autres qui m'ont précédé. Et fondamentalement, ce truc-là, c'est donc un désir qui naît sur l'anxiété. Une fois qu'on a créé du lien, on sait que l'autre nous aime et qu'on l'aime, qu'on peut ne pas être joliment maquillé aujourd'hui, il nous aime quand même, qu'on n'a pas été très sympa, mais il ne nous en veut pas pour autant. Et ça, c'est une relation qui devient confortable. Sauf qu'à ce moment-là, l'excitation qui était née de l'inquiétude de ne pas plaire, elle disparaît. On se dit, c'est plan-plan, c'est pépère, il me faut quelque chose d'autre pour être stimulé. C'est-à-dire qu'on a oublié que c'était à nous de nourrir le lien, on veut que l'autre nous stimule, et du coup on va vers des choses assez inconfortables pour trouver un peu comme quelque chose qui nous fouette et qui nous fait avancer, plutôt que de trouver dans le confort matière à planter, nourrir, arroser notre amour, notre relation pour le faire grandir. Sinon, il nous faudrait quitter les gens tous les 1 ou 2 ans pour à chaque fois recommencer, reconstruire, ce qui demande beaucoup d'énergie et qui empêche d'asseoir des choses plus profondes. Ça fonctionne exactement comme le circuit de récompense dans le cerveau. Que par exemple, je prends on va dire un rail de coke, que mon cerveau il tilte, c'est merveilleux, puis après je réclame et après je trouve que c'est jamais aussi merveilleux. Enfin non, faut plus, il en faut plus, et puis comme évidemment je n'obtiens pas ce plus, je change et je vais vers un nouveau rail de coke. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est, on dit qu'il faut choisir avec la tête, de façon raisonnée, mais est-ce qu'on tombe vraiment amoureuse pour de bonnes raisons, et si c'était finalement nos blessures, nos modèles familiaux et nos peurs qui choisissaient pour nous? Choisissons des choses qui nous parlent. Donc nous, dans le meilleur des cas, des choses qui nous parlent parce que nous savons d'avance que ça nous fait du bien, mais nous choisissons aussi des choses qui nous parlent et qui nous ont fait souffrir et que nous retrouvons. Donc on choisit parfois des hommes ramenés à la maison pour présenter à nos parents quelque chose qui leur conviendra et pas qui nous conviendra, ou pour regarde, il te ressemble, pour que notre partenaire soit aimé de nos parents, ou pour revivre ce que l'on avait connu avec l'un ou avec l'autre, ce qui du coup nous infantilise. Pour autant, nous allons vers ça, tous, moi psy y compris. Mais comme après nous avons d'autres relations, on a eu des profs, on a eu des parrains, des marraines, on a eu des copains, des copines, on a eu des parents, des amis, on a eu d'autres référentiels. Donc on peut s'offrir la possibilité d'ouvrir le champ des possibles pour ne pas rester justement dans ces premiers modèles qui étaient les modèles familiaux. Et plus je prends conscience de ce que j'ai tendance à aller chercher, plus je me donne de possibilités de réécriture pour que le scénario diffère
un peu plus ou beaucoup plus. Alors la troisième question, est-ce qu'une femme indépendante peut vivre un grand amour sans s'abaisser? En fait, l'amour d'une certaine façon, ça demande une forme de vulnérabilité. Et est-ce que plus on gagne en puissance et plus c'est difficile de se laisser approcher? C'est très intéressant parce qu'en effet, il y a plusieurs projets en soi. Il y a le projet de se définir, de s'épanouir et donc de gagner en puissance sociale, professionnelle, liberté d'expression, etc. Et il y a dans la sexualité et dans la relation amoureuse par essence un rapport de confiance. La confiance, ça veut donc dire que l'on fait avec la part de l'inconnu de l'autre. On fait confiance à l'autre qui ne va pas prendre l'autorité sur soi. Or, en réalité, dans la sexualité, il n'est question que de deux fantasmes. C'est le fantasme de domination et le fantasme de soumission. Ce qui est excitant, c'est que tu sois à moi. Donc, dans être à toi, c'est fais de moi ce que tu veux. Dans tu es à moi, je te possède. Et dans le meilleur des cas, quand c'est équilibré, nous passons systématiquement de l'un à l'autre. C'est ça qui est excitant, c'est-à-dire que comme dans la sexualité, nous allons nous emboîter, finalement, qui possède qui? Est-ce qu'on va dire que les hommes aiment bien cette idée de tu es à moi et je rentre en toi? Mais on pourrait se dire, enfin Coco, tu rentres en moi et je ferai à l'intérieur de moi ce que je veux de toi. Tous les fantasmes sexuels sont toujours autour de cette relation où je suis tantôt dominée, tantôt dominante. Et ça, c'est assez classique et c'est normal. Le problème, c'est que si je crois que la femme puissante que je suis devenue doit rester puissante parce que sinon je vais perdre cette puissance, ça veut donc dire que je vais me priver dans la sexualité de ce délice merveilleux d'être suffisamment en confiance pour pouvoir tout d'un coup être chatounette, être ronronnante et non contrôlante et être surprise par les propositions de l'autre. Effectivement, nous passons d'un registre à l'autre. Et je dirais que plus on est solide et donc puissante, moins on est inquiète de lâcher ça. Parce que ce n'est pas un costume, c'est une réalité. Oui. Quatrième question, si je compte bien. Est-ce qu'on peut vraiment aimer? Est-ce qu'on veut vraiment aimer? Ou juste de ne pas être seul? Quand on cherche l'amour, est-ce que ce n'est pas une distraction pour fuir la solitude et pour éviter d'être face à soi-même? Alors bien sûr qu'il y a de cela aussi, vous avez raison, parce que l'amour a deux formes. Il y a la forme d'ailleurs que développait Platon, qui est de dire « je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». J'ai besoin de toi pour ne pas être seule, j'ai besoin de toi pour le secours que tu m'apportes, j'ai besoin de toi pour le plaisir que tu me donnes. Et donc, je t'aime parce que tu me fournis tous ces besoins, tu réponds à ces besoins. Ce qui n'est pas très joli en soi si on y regarde d'un peu près. Tout est pour moi. Et puis, il y a une deuxième forme d'amour qui demande plus de maturité, plus de recul, qui était développée par Spinoza, qui reprenait Aristote, qui est « je me réjouis que tu sois ». Et c'est pour ça que je t'aime. Et donc, je me réjouis que tu sois, même si tu n'es pas à moi. Même si tu ne m'apportes pas tout ce que je veux ou ce dont j'aurais besoin. Donc, vous imaginez le recul qu'il faut. Je t'aime parce que je t'aime, au-delà de ce que tu peux apporter de plaisir ou de frustration. Donc, en réalité, nous aimons beaucoup sous la forme platonicienne et de temps en temps, nous nous accordons le recul de l'émerveillement pour l'autre, juste pour l'autre. Vous voyez, quand les couples sont dysfonctionnants, on pourrait se dire qu'ils pourraient décider de se quitter ou, à défaut, de travailler leur relation pour ne plus dysfonctionner. Pour autant, ils ne se quittent pas parce que la peur du vide est plus grande que la souffrance de faire avec l'autre. Dernière question. Quand une femme dit « je veux être aimée », est-ce qu'elle ne dit pas en creux « je veux être réparée » ? Est-ce qu'on ne confond pas relation amoureuse et pansement émotionnel? Tout au long de notre existence, nous attendons de la part d'un amoureux
des réparations de notre histoire alors qu'elle nous incombe nous-mêmes. Sauf que comme on le disait au tout début, on a un peu tendance à choisir les mêmes souffrances, donc on attend des mêmes typologies de personnes, on attend des réparations. Et le mieux, c'est d'aller chercher les réparations dans un cadre thérapeutique plutôt qu'auprès d'un amoureux, ce qui nous rend libre de créer, d'inventer, d'écrire la relation dans sa singularité et non pas dans sa répétition, et d'épanouir l'être que nous sommes. C'est pour ça En que fait, je vous ai appelé aujourd'hui. eh ben voilà. En fait, je pense que le travail d'un humain, c'est pas seulement d'être né et de subir la vie, remplir ses poches de victoires qui sont sur le bord de la route. C'est d'aller se battre pour, c'est de bien définir ce qui est important pour soi, pas dans une exigence quant à l'autre, une exigence quant à soi, pour justement réparer, réécrire, parce que notre histoire, nous ne la changerons pas dans ce qu'elle a été, mais nous pouvons la changer dans le regard que nous posons sur elle. Avant de vous laisser quand même, Madame Blanc, Oui. j'ai une dernière question bonus. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pervers narcissique. Ce terme, il est souvent utilisé dès qu'on tombe sur un homme un peu dur, un peu blessant, fuyant ou égocentré. Alors, est-ce que c'est une pathologie clinique et comment est-ce qu'on distingue un homme simplement immature ou instable d'un vrai pervers narcissique? Et est-ce qu'on n'a pas trop tendance à utiliser ce terme comme un mot réflexe automatique qu'on va accoler comme ça dès qu'on tombe sur un indélicat? Alors, de toute façon, je pense que les mots de la psychanalyse sont sortis dans la rue et qu'on les utilise sans trop en comprendre les tenants et aboutissants de toute façon. Bien évidemment qu'on a tous connu une foultitude de pervers narcissiques pour expliquer nos dommages relationnels avec un certain nombre de personnes. Donc déjà, il faut comprendre la perversion. Il faut savoir que c'est en chacun de nous. Nous sommes tous des pervers en puissance. Pourquoi ? Parce que le principe de la perversion, quand on l'emploie d'un point de vue psy, bien sûr, la perversion, c'est de réduire l'autre à l'état d'objet. C'est-à-dire que l'autre n'est pas un sujet qui interagit avec moi et qui a sa volonté propre et ses besoins propres, mais je veux réduire l'autre à une fonction vis-à-vis de moi pour satisfaire mes besoins à moi. Donc du coup, l'autre n'est plus un sujet, il est un objet. Et ça, pourquoi je dis que nous avons tout cela en nous ? Parce que c'est le propre de l'enfant. L'enfant ne voit pas la mère comme une personne en elle-même, qui est un personnage qui a des désirs. L'enfant ne voit chez la mère que ce qui lui permet de survivre, puis de grandir, de se nourrir, d'être changé, d'être protégé, d'être etc. Donc, tout l'amour de la mère doit aller dans sa direction et toute la douleur de l'enfant, c'est de reconnaître au fur et à mesure où il grandit que finalement, elle n'est pas un objet, qu'elle ne lui appartient pas et que donc, il va devoir apprendre à l'aimer pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle lui donne. Et plus on a découvert ça et qu'on l'a accepté, moins on est potentiellement un pervers narcissique. Donc, il y a une immaturité. Il est en inquiétude permanente quant à lui et il a besoin d'être sécurisé en permanence dans la satisfaction de ses besoins, comme un enfant. Si l'autre me réduit à l'état d'objet, que ce soit en entreprise ou que ce soit en mon couple, l'autre me réduit, mais il m'appartient de savoir que je ne suis pas un objet. Si moi je ne suis pas un objet et que l'autre me dit « t'es nul, tu vaux rien », c'est lui qui le dit, ça ne parle que de lui, moi je sais que je ne suis pas nulle. Ce qui va faire que le pervers narcissique est dangereux, c'est parce qu'il rencontre en face quelqu'un qui est narcissiquement fragile et qui est toujours dans un doute quant à lui ou quant à elle et qui a besoin de l'amour de l'autre pour se rassurer quant à lui-même. Parce qu'un pervers narcissique face à quelqu'un qui est solide, qui est tout naturellement solide, il fait chou blanc. Si ça marche, c'est parce que j'ai au fond de moi l'idée que je pourrais être fragile ou j'ai dans mon histoire d'autres personnes qui m'ont dit comme ça et du coup, ça fait le lit de mon insécurité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie, Massoda, c'était une joie. La réponse et la finesse de votre regard, vraiment merci. Et pour celles qui nous écoutent, si vous sentez que certaines de vos questions méritent un accompagnement profond, je vous invite vraiment à découvrir le travail de Madame Catherine Blanc à travers ses livres ou tout simplement à aller la consulter si le besoin se fait sentir. Merci beaucoup, merci infiniment, merci vivement. C'était très beau. Très instructif. Très. Alors, Très potentiellement, on peut être
tous, Tous on des est pervers tous et toutes des narcissiques. pervers narcissiques. En fait, un pervers narcissique, c'est un petit enfant Mhm. qui a Qui veut besoin tout. encore, qui veut tout, et qui, pour pouvoir satisfaire ses besoins, va utiliser l'autre. Exactement. Néanmoins, il faut que chacun se responsabilise aussi, c'est ce Bien qui est sûr. dit. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, s'il y a un dominant, Il y a un c'est qu'il y a un dominé. bien C'est sûr. ça. Et Bien donc, sûr. donc c'est un rôle qui est assigné. Et comment faire pour s'y extraire? C'est facile d'accuser systématiquement les autres Mhm. de pervers narcissiques. Autant aussi se regarder C'est vrai, soi, ouais, c'est ça. de distinguer quelles sont nos failles et de se demander pourquoi est-ce que j'accepte d'être traité comme Bien ça, tout sûr. simplement. exactement. Ils ont des radars en plus, ces gens-là. Oui. Ils arrivent très Si, si, bien si. À à repérer, ouais. repérer Bien sûr. la personne qui pourra Fragile, fragile vulnérable, ouais. et qui pourra remplir comme ça cette fonction. Ouais. Donc non, très intéressant tout ce Ouais. qui a été dit. Ah, j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Franchement. Merci Catherine C'est beaucoup. très Blanc. clair. Ouais, Vraiment, Merci, franchement. Catherine. Ouais. Merci. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Un petit peu de psychologie, un petit peu de sociologie, un petit peu de philosophie, et puis avec cet apprentissage éclairant de Madame Catherine Blanc. Mais ce n'était que la première partie. On se retrouve très prochainement pour la suite, pour la partie la plus croustillante peut-être. À très bientôt.